Bonjour tout le monde et bienvenue à notre webinaire, le BIM pour les projets infrastructures. Je m'appelle Oudni Nabjes et je suis la chargée marketing d'Intelli Solutions. Avant de passer la parole, je tenais juste à vous informer que, comme d'habitude, on aura à la fin de la démonstration. Donc, on aura une petite session questions-réponses. Donc, prière de noter vos questions et de les envoyer sur la colonne Q&R, donc questions et réponses. Comme ça, on pourra y répondre lors de la session. Donc, je passe la parole à Monsieur Mghraoui Lamine. Bonjour tout le monde, salam alaikum. Déjà, au début, je tiens à vous remercier. Je vois que vous êtes nombreux, malgré qu'il y a à peu près 5 ou 6 personnes qui vont nous rejoindre. Apparemment, ils ont des difficultés. Donc déjà, merci de votre présence. On va essayer d'être très bref, rapide et explicite. Donc, on va essayer de vous expliquer rapidement quelques points. Et puis, notre invité, M. Quentin, qui va s'occuper de la partie technique. Donc, voilà, comme ça. Je vais commencer directement. Lamine, juste le partage. Oui. Voilà. Alors, voilà. Donc, je suis M. Mghraoui Lamine, donc je suis manager d'Intelli Solutions. Je m'occupe de tout ce qui est business development de la société. Alors, on va parler rapidement de la transition to end named user. Donc, on va parler du changement qui a été adopté chez Autodesk. Et on va parler des licences éducatives. Et je laisserai la parole aussi à notre consultant pour continuer la partie. D'accord? Donc, transition to end named user. Je ne sais pas si vous avez déjà une idée ou pas, mais Autodesk aujourd'hui, comme tous les grands partenaires et les grands éditeurs, ils commencent à changer leur modèle de licence. Qu'on a une licence ou qu'on télécharge une licence, on activera avec un numéro de série. Et je pense que tout le monde le fait et tout le monde le sait. Maintenant, avec le temps, les éditeurs ont pensé à des modèles beaucoup plus intéressants qui sont des modèles cloud ou des modèles nommés. Alors, les modèles nommés, c'est des modèles qui sont très simples. Ils sont basés sur la personne. Voilà. Aujourd'hui, le travail à distance en tant qu'utilisateur nommé, l'avantage nouveau, c'est l'accessibilité. Donc, quand vous faites un téléchargement ou quand vous achetez une licence Autodesk, la première des choses, c'est que vous cherchez le numéro de série. Depuis, je dirais, 6 mois jusqu'à une année, il n'existe plus. Donc, l'activation à travers un numéro de série, l'activation elle se fait à travers une adresse mail et un mot de passe. Quand vous achetez une licence ou vous téléchargez une licence, il y a un mail, un Autodesk, qui applique exactement le mot de passe TAG et il y a l'adresse mail est connectée bien, ce qui est votre adresse mail. Une fois que vous vous connectez, à ce moment-là, vous allez accéder à votre application WinFedo. Vous allez avoir la possibilité de partager vos données et en plus de collaborer. Par exemple, si j'ai une licence à mon nom, dans une autre société ou dans un endroit qui est un peu plus loin, désinstaller la licence, installer ailleurs où le serveur Autodesk, il reconnaît que la licence ADIA, elle est utilisée ailleurs par la même personne. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle les licences nommées. Je vais juste parler brièvement des licences nommées. Pourquoi l'adoption des licences nommées? Premièrement, ça permet à l'utilisateur d'optimiser. Aujourd'hui, on a des sociétés où on a des utilisateurs qui achètent des licences وما يستعملهمش par exemple يشري 10 ولا يشري 5 وما يستعملهمش à longueur de durée. L'avantage c'est que je la fais ça, mais l'inconvénient c'est que moi je يستعمل فيهم بالك يستعملهم à peu près à 50% à 30%.
Les licences nommées, ça nous donne la possibilité de connaître exactement le potentiel d'utilisation et une durée. D'accord? Une durée T. Ça veut dire que au 31 décembre, on a exactement combien de temps j'ai utilisé ma licence. C'est très très important dans le futur. Pourquoi? Parce que il pourra exactement savoir le potentiel de l'utilisation terme. Voilà. Donc, l'idée, c'est à partir d'aujourd'hui, ou à partir il y a 3 ou 4 mois, qui téléchargez une licence Autodesk, ou là, quand vous achetez une licence Autodesk, il ne faut plus chercher un numéro de série, mais il faut chercher à quel nom la licence AD est mise pour pouvoir l'activer. Le deuxième point, donc là, on avait parlé d'optimiser les coûts de licence grâce à la visibilité accrue sur les données. Plus besoin de gérer vos propres serveurs de licence. Donc, il y a des sociétés qui maintenant des serveurs. Et un serveur, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, pas besoin d'acheter un serveur. Il suffit juste de s'inscrire et vous avez toute la traçabilité de l'acquisition TACOM ou les licences TACOM. Sur une adresse mail, c'est l'équivalent d'un serveur que vous achetez à très cher. Donc, les collaborateurs qui ont besoin pourront bénéficier d'un accès dédié et n'auront plus à attendre qu'une licence se libère. C'est le même principe dans les licences réseau, mais ce n'est pas conditionné, ça ne dépend pas d'un serveur. Les employés disposeront d'une assistance et d'un contenu d'apprentissage personnalisé. Bien sûr, il y a un compte. À travers le compte, l'assistance technique TAC, de consulter les produits TAWAC et de demander le support à travers le compte Autodesk. Alors, le deuxième sujet rapidement, c'est les licences éducatives. Il y a pratiquement beaucoup de personnes qui nous appellent par jour, je dirais pas 4 à 5 personnes qui nous appellent par jour et nous demandent des licences pour, par exemple, à des fins académiques, ou là, ils consulter un plan, ou là, ils un projet de fin d'études, ou là, beaucoup de choses, peu importe l'aspect d'utilisation. Il y a aussi un problème au niveau en Algérie, c'est que Autodesk aujourd'hui, les licences éducatives, elles sont offertes, elles ne sont pas payantes. D'accord? Ce qui veut dire, vous voulez utiliser AutoCAD sur votre PC, si c'est un but commercial et productif, à ce moment-là, si c'est un but de lecture, ou là, par exemple, académique, ou là, de formation, ou là, tout autre, il suffit juste d'aller sur le site Autodesk et la télécharger. Donc, je vais juste vous montrer sur... Est-ce que vous voyez mon écran? Tu peux me confirmer, s'il te plaît? Non, on voit toujours le diapo. D'accord. Je vais arrêter le partage. Partager. Voilà. Alors, rapidement, les licences Autodesk, il y a déjà des bureaux, des vendeurs de matériel informatique qui proposent des licences Autodesk à 30 000, 40 000 dinars, alors que c'est très simple. Autodesk.com, éducation, ou là vous tapez éducation Google, éducation Autodesk, il y a le lien. Donc, il y a le lien. Vous allez sur le produit exactement, d'accord? Par exemple, l'AutoCAD. Cliquez là AutoCAD. Apparemment, il y a une connexion un peu longue. Voilà. Donc, la première des choses, c'est que vous créez un compte Autodesk. Que ce soit, vous êtes client, là, vous n'êtes pas client, vous devez créer un compte. D'accord? Quitte créer un compte, donc la première des choses, c'est choisir les versions les téléchargeront, donc 2020 ou la 2021 ou la 2019, le langage, par exemple français ou l'anglais, d'accord? Et vous téléchargez l'application. Qui téléchargera, vous l'activez avec le compte Liftachter. Et vous avez 3 ans d'utilisation AutoCAD. Mettre le saut, mettre télécharger, mettre aucune manipulation pour l'installation. C'est très très simple. Une demi-heure, vous aurez votre licence de 3 ans. Pendant 3 ans, vous ne serez pas dérangé. Voilà. Donc ça, c'est une information très très importante pour les utilisateurs académiques ou des formateurs ou toute autre personne qui travaille avec les produits Autodesk et AutoCAD.
Et ça vous permettra d'économiser un peu les coûts à 15 000 dinars ou la 20 000 dinars. D'accord. Je pense que c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Et on se retrouve à la séance questions-réponses. Alors, je passe la parole à Quentin. Est-ce que tu es là? Bonjour à tous, vous m'entendez? Il n'y a pas de souci de micro. Super, on t'entend très bien. Share screen. Webinaire. Vous pouvez voir l'image à l'écran, pas de souci au niveau de la résolution, ça charge? Alors, ça charge. Là, c'est bon. Ok. Donc bonjour à tous, je m'appelle Quentin Marquette, j'ai 10 ans d'expérience dans les infrastructures linéaires. Je travaille à la fois sur des projets routiers et ferroviaires et je gravite dans le milieu de l'édition du logiciel depuis à peu près 2 ans et demi. Donc sur cette session, on va faire un webinaire très orienté technique, divisé en fait en 3 points. La première, c'est des introductions de workflow entre InfraWorks, Autodesk Civil 3D et BIM 360, qui sont les outils AEC fréquemment utilisés pour les projets d'infrastructure. Un deuxième point qui avait déjà été abordé plus ou moins dans d'autres webinaires à partir de l'année dernière, c'était Dynamo for Civil 3D. Il y a des nouveautés qui sont apparues avec des nouveaux nœuds et des packaging complémentaires. Donc, on va faire un petit peu le point sur ce qui se fait dessus et on va identifier 2 cas d'usage qui sont fréquemment utilisés en entreprise à l'heure d'aujourd'hui. Et la grosse partie technique de ce webinaire, c'est la connexion BIM SIG. Donc, on va parler du connecteur Esri pour InfraWorks. Il existe aussi un deuxième connecteur pour Civil 3D. Et puis après, on va parler de l'ETL spatial et notamment de la solution FME Workbench pour justement transcrire en fait des solides 3D issus de corridors Civil 3D vers la solution ArcGIS Pro, puisque Autodesk et Esri ont signé un accord de partenariat il y a bientôt 3 ans. Avant la conclusion, on montrera quelques success stories chez nos clients, plutôt à l'international. Un client aux US, un autre en Asie-Pacifique, et puis après on enchaînera sur la partie de questions-réponses. Donc pour la première partie, workflow générique entre InfraWorks Civil 3D et BIM 360. Donc on va rappeler très brièvement le fonctionnement des outils. InfraWorks est vendu par Autodesk, tout du moins défini comme un outil de conception préliminaire. Donc on va plutôt l'utiliser sur des phases amont, études de faisabilité, études préliminaires, avant projet. À partir de la phase projet, on verra sur les 2 slides après qu'on va petit à petit retranscrire et travailler plus avec Civil 3D. Là, je voulais quand même, c'est mettre quelques bullet points sous forme de liste rapide. Les dernières nouveautés d'InfraWorks, c'est pas propre à la version 2021, mais grosso modo, c'est les notions qu'il faut garder en tête. Il y a une nouvelle apparence depuis la version 2020.2, donc vous allez peut-être être au niveau de l'interface un petit peu choqué. Il y a des boutons qui ont été relookés, restylisés ou qui ont été placés d'une autre manière, mais on n'a pas de perte de fonctionnalité. Ça, c'est la première chose. Les objets génériques qui étaient implémentés initialement dans InfraWorks sont maintenant exportables vers Autodesk Civil 3D. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté spécifique de la version 2021. Donc les objets génériques, vous pouvez commencer à faire des modèles dans Inventor, les envoyer dans InfraWorks, garder cet aspect paramétrique, et la géométrie est maintenant retranscriptible dans Civil 3D. La version 2021, toujours d'InfraWorks, apporte en fait une meilleure intégration des projets Civil 3D. Avant, il fallait toujours retranscrire l'axe et le profil en long et définir cela comme une route à composants et essayer de remettre l'aspect générique qui allait bien. Maintenant, on peut lire directement en lecture seule le projet Civil 3D tel qu'il a été conçu et ça marche beaucoup mieux quand on a fait notre phase pro dans Civil 3D et qu'on renvoie le tout, par exemple, pour une partie Facility Management après dans InfraWorks. Une amélioration qui est toujours en cours du Mobility Simulation. En fait, si vous voulez, aux US, vous avez quelqu'un qui s'appelle Fernando Herrera qui travaille pour le développement du Mobility Simulation et en fait, ils essayent d'adapter ça au mieux au flux piéton, tout simplement parce que la crise sanitaire en cours que nous vivons avec le Covid a permis en fait de mettre en exergue ce type de développement. Il y a une nouvelle catégorie aussi qui apparaît dans Civil 3D et qui améliore en fait le workflow de transition des ouvrages d'art d'InfraWorks vers Civil 3D. Donc quand vous faisiez un bridge, un ouvrage d'art dans InfraWorks, maintenant quand on l'insère dans Civil 3D, on a directement un objet d'ouvrage d'art. Avant, on récupérait uniquement des solides 3D qui étaient groupés. Donc si vous vouliez accéder aux différents solides 3D, il fallait faire CTRL-H pour, entre guillemets, accéder à l'intérieur du groupe. Aujourd'hui, ça a été revisité.
Pour Civil 3D, donc c'est vraiment l'outil d'infrastructure utilisé pour la conception de routes, autoroutes, de voies ferrées. C'est un module qui est en pleine extension, le module voie ferrée, depuis la version 2019 et qui est toujours en cours d'amélioration. Mais on n'oublie pas aussi tout ce qui est relatif aux projets urbains et aussi à la VRD. Donc la dernière grosse nouveauté en date, c'est Dynamo, qui a depuis subi 2 updates. Donc vous aviez le Dynamo initial compris dans la version 2020, qui n'était pas installé d'ailleurs en natif avec Civil 3D, il fallait l'installer à part. Maintenant il est installé par défaut avec la version 2021. Donc Dynamo a subi un premier update avec des rajouts de nœuds complémentaires, un deuxième update, et depuis Paulo Serra a fait un packaging complémentaire dont on reparlera un petit peu plus tard dans la deuxième partie. La version 2021 apporte des grosses nouveautés sur les réseaux sous pression. Il faut savoir que les réseaux sous pression viennent d'un lobbying américain. Les Américains travaillent beaucoup avec Plant 3D et en fait, une partie des fonctionnalités de Plant en fait ont été greffées dans Civil 3D et en fait, Autodesk a vraiment retravaillé pour refondre la palette de création de réseaux sous pression dans la version 2021 de Civil 3D. Vous avez peut-être remarqué aussi que la page d'interface de lancement de Civil 3D a évolué quand BIM 360 Design est apparu. C'est normal, j'insiste sur un point, installez le Desktop Connector si vous utilisez maintenant des raccourcis aux données par le cloud. C'est obligatoire. Et dernière nouveauté encore qui a pas encore été intégrée, mais où Autodesk a déjà fait des communications, c'est le rachat de la technologie Project Explorer. Donc on a déjà certains clients qui utilisaient ça. C'est un module qui avait été développé par une société britannique qui s'appelle 3M Solutions. Donc Autodesk a juste racheté la technologie et pas la société. Et aujourd'hui, ils sont en train de réfléchir à comment l'implémenter et sous quelle forme dans Civil 3D. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de date communiquée, mais en tout cas, l'équipe de développement aux US a déjà annoncé ce rachat. On va passer rapidement sur quelques rappels BIM 360. Quand vous créez un projet BIM 360, par défaut, vous avez une plateforme commune qui s'appelle BIM 360 Docs, c'est ce qui va vous permettre de faire votre management de projet. On verra sur la slide juste après que quand vous publiez un modèle InfraWorks, vous utilisez cette technologie BIM 360 Docs. Quand vous faites du partage, par exemple, de surface triangulée, une surface tint que vous auriez créé dans Civil 3D, que vous l'envoyez vers Revit, vous utilisez aussi, sans le savoir, du BIM 360 Docs. Mais là où j'attire votre attention, c'est que BIM 360 Design est en pleine explosion. BIM 360 Design, initialement, c'était le nom de C4R, Collaboration for Revit. Et depuis, BIM 360 Design est aussi utilisé pour Civil 3D et Plant 3D. Donc, si vous faites des raccourcis aux données, vous utilisez du BIM 360 Design. Il faut faire attention, BIM 360 Design est un module complémentaire qui n'est pas compris dans le projet initial que vous allez utiliser, qui est basé sur un BIM 360 Docs. Donc, pour les acquisitions de modules, je vous invite à faire référence à la partie commerciale et voir ça avec la mine. Dernier point concernant les nuages de points sur la technologie Autodesk Forge. Autodesk et Cintu ont mis en place une application qui vous permet de lire maintenant les nuages de points sur un projet BIM 360. On a fait rapidement un diagramme de synthèse type BPMN sur Visio, où vous voyez les différents flux possibles. Chose importante, la passerelle d'échange entre Civil 3D et InfraWorks et le format IMX que vous voyez ici. Donc la conception préliminaire, on l'a fait sur InfraWorks. La conception détaillée plutôt sur Civil 3D. Si vous faites des profils types un petit peu personnalisés ou avancés, si je puis dire, vous allez utiliser le Subassembly Composer et ramener en fait votre profil type dans Civil 3D. Après, vous avez la possibilité de réinjecter vos sources dans InfraWorks. Vous pouvez les laisser sur un modèle local ou les envoyer sur un modèle online sur BIM 360. Lamine, est-ce que tu pourrais me confirmer que quand je bouge ma souris, elle est visible à l'écran ou pas du tout? Alors, essaye toujours. Là, est-ce que le curseur bouge Oui, ou pas? oui, Il est oui, visible? on le Ok, voit très bien. parfait. Merci. Donc ça, voilà, c'est le premier bloc d'échange de workflow entre Civil
3D et InfraWorks. J'aimerais reparler très brièvement de la passerelle entre Inventor et Revit qui a notamment été améliorée dans la version 2021. Donc il était, si vous faisiez des modèles paramétriques natifs au format Inventor, il était déjà possible de les envoyer vers Revit, soit en utilisant un format propriétaire qui s'appelle le .adsk, ou directement en tant que RFA, famille Revit. Il faut savoir maintenant qu'on essaye d'aller un petit peu dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a des projets RVT qui peuvent être retranscrits dans Inventor. Donc je vous invite à regarder sur les pages Autodesk US, c'est détaillé et c'est dans les nouveautés des deux versions 2021. Toujours en restant sur Inventor, vous avez la possibilité d'utiliser un module qui s'appelle l'infrastructure Path Utilities. Donc couramment, on utilise en tant qu'acronyme IPSU, mais vous pouvez aussi en entendre parler sur de la documentation online par le Shape Modeler. Il faut savoir que c'est en fait la même chose. Ces objets, ce module en fait vous permet d'envoyer directement dans InfraWorks votre modélisation, que ce soit au format IPT, donc des pièces, ou IAM, des assemblages. On peut en faire des objets génériques, mais pas que, hein. On peut aussi en faire des objets de décoration, on peut en faire des objets propres aux ouvrages d'art ou aussi des sections de tunnels. Donc ça, c'est la grosse nouveauté de la version 2021 d'InfraWorks et Civil 3D 2021, c'est que par l'export IMX, maintenant, on récupère les objets génériques, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Après, pour le reste du workflow, ça n'a pas changé, hein. Si vous faites des ouvrages d'art dans InfraWorks, vous pouvez les envoyer toujours dans Civil 3D. Avant, on avait directement les solides 3D qui étaient groupés. Maintenant, on les récupère sous un type d'objet qui s'appelle pont, qui est en fait lissé directement dans votre prospecteur. Et vous pouvez toujours aussi l'envoyer sur Revit. Il faut juste prendre en compte que maintenant, quand vous envoyez un ouvrage d'art InfraWorks vers Revit, avant c'était automatique. Maintenant, ça passe par un IMX et vous devez aller dans Revit charger un IMX. C'est juste ça la différence. Deuxième partie, du coup, Dynamo pour Autodesk Civil 3D. Donc Dynamo, c'est un logiciel de computational design. Vous allez aussi souvent entendre parler de termes de design automation. Donc le but, c'est de, entre guillemets, vous simplifier la vie en effectuant à l'aide de scripts, du visual programming, de la programmation visuelle, faire de l'automatisation. Donc à la base, ce programme était dédié uniquement à Autodesk Revit. Depuis la version 2021, il a été adapté notamment par Paolo Serra, mais pas que, aussi par des équipes de développement en Chine. Il est adapté pour Civil 3D, mais Autodesk travaille aussi ardemment pour l'adapter sur d'autres programmes. Il est disponible sur Advanced Steel, il l'est déjà, il est aussi sur Formit, il est aussi sur Alias. J'insiste sur le troisième bullet point, Dynamo, celui que vous allez voir, le Dynamo pour Civil ne doit pas être confondu avec Dynamo Studio. Dynamo Studio est un programme qui est arrêté depuis 2017. À la base, c'était une plateforme générique qui était plutôt imaginée pour des développeurs où les éditeurs pensaient que chaque entreprise allait développer leur propre nœud et leur propre solution. D'un point de vue commercial, la mayonnaise n'a pas pris, si je puis dire. Donc c'est pour ça qu'on adapte maintenant Dynamo par produit. Il est important de noter qu'il y a encore 2 Dynamo qui sont en préparation, un pour Plante 3D, pour tout ce qui va toucher un petit peu plus le domaine du MFG, c'est-à-dire de l'industrie, et un autre pour InfraWorks. En parlant d'InfraWorks, il y a une roadmap qui est publique. Il faut savoir que le product manager d'InfraWorks est aux États-Unis. Il s'appelle Ramesh Sridharan. Vous pouvez retrouver en fait la roadmap publique sur le blog Infrastructure Reimagined. Et là, vous voyez bien que Dynamo pour InfraWorks est toujours en cours de développement et il peut-être remplacera-t-il à terme le scripting déjà présent dans InfraWorks, on ne sait pas. On n'a pas de date commercialisée, mais il faut s'attendre à ce que ça arrive prochainement ou tout du moins dans un futur proche. Dynamo, maintenant, uniquement pour Civil 3D. Vous allez le retrouver à partir de vos versions 2020. Il va être dans l'interface Civil 3D que vous voyez ici. Il faut aller dans l'onglet Gérer et ici, vous avez un groupe de fonctions programmation visuelle. Le Dynamo
la première icône vous permet de faire vos scripts, ça lance le programme de programmation visuelle directement. Et après, vous avez une deuxième icône, le lecteur Dynamo, qui va vous permettre de charger des scripts qui auraient déjà été faits. J'attire votre attention que si vous utilisez le lecteur Dynamo, il faut déjà avoir fait des scripts standardisés. C'est-à-dire que souvent, vous aurez besoin d'avoir des groupes type string, c'est-à-dire des nœuds qui vous permettraient de rentrer en entrant du texte ou des valeurs numériques. Il faut déjà les rendre et les définir comme étant des entrées. Et il y a un besoin d'être, si je puis dire, un petit peu, pas confirmé, mais d'avoir déjà une certaine expertise sur l'outil. Donc, dans un premier temps, si vous débutez, que vous n'avez jamais fait de programmation visuelle, commencez par uniquement le Dynamo standard qui fait en fait qui vous ouvre l'éditeur de graphes et chargez manuellement vos scripts avant de penser à une automatisation. Une automatisation, ça prend du temps à mettre en place, ça se fait pas un claquement de doigts et je voulais quand même vous sensibiliser sur cette notion. Donc le Dynamo pour Civil 3D, à la différence de Revit, vous pouvez le voir sur le côté, vous avez des nœuds métiers qui sont propres à AutoCAD et à Civil 3D. Vous n'avez pas les nœuds qui sont propres à Revit. Pour l'instant, vous avez un Dynamo par programme et ce Dynamo est différent. À terme, l'objectif serait d'avoir un Dynamo qui pourrait se connecter à tous les produits. C'est pas le cas. Donc le Dynamo pour Civil 3D ne prend en compte que des nœuds AutoCAD et des nœuds Civil 3D. J'attire votre attention, si vous voulez faire de la programmation visuelle pour automatiser des tâches avec des blocs AutoCAD ou des fonctionnalités AutoCAD, il vous faudra obligatoirement le Civil 3D. Dynamo simple, enfin pour AutoCAD simple, n'existe pas. Il faut le savoir. À l'heure actuelle, les nœuds Civil 3D sont toujours en développement. Donc en fait, on a des types d'objets qui sont pris en charge nativement, donc les alignements, les profils en long, ils sont en fait rattachés directement aux alignements, les points Cogo, les projets 3D, ce qu'on appelle les corridors, et les surfaces TIN. Il y a d'autres types d'objets, mais ils sont pas pris nativement en compte. Donc pour ça, il y a un packaging complémentaire. Je reviendrai un petit peu plus tard dessus. Et il faut savoir que à terme, il y aura d'autres updates de Dynamo. Donc regardez l'application de Bureau Autodesk et maintenez à jour le plus fréquemment possible vos programmes. Par défaut, si vous regardez ici cette arborescence Windows, vous voyez que Dynamo pour Civil 3D est fourni avec datasets. Des datasets, c'est-à-dire c'est des jeux d'échantillons qui vous permettront déjà de regarder la logique de la programmation visuelle. Je vous invite très très fortement à venir les ouvrir, les appliquer et quitte à les customiser avant de créer vos propres nœuds Dynamo. Là, on va vraiment sur ce webinaire se focuser sur deux cas à proprement parler. Le premier, c'est le use case le plus simple à mettre en place. C'est vous avez un axe d'une infrastructure linéaire, ça peut être une infrastructure routière, autoroutière ou ferroviaire, et vous avez un besoin de venir implémenter des équipements. Donc sur la jaquette de gauche que vous voyez, il y a des poteaux caténaires qui ont été implémentés, donc avec des portées régulières. Donc vous avez des désaxements, c'est-à-dire que vous avez 1,40 m implémenté à gauche ou à droite, mais vous pouvez aussi, dans le cas des traverses par exemple, faire en sorte que certains blocs soient le long de votre alignement. Et deuxième cas d'usage qu'on verra un petit peu plus tard, à partir d'un nuage de points par exemple, puisque le sujet de la réalité capture, enfin, reality capture, la capture de la réalité, c'est quelque chose qui est aussi en pleine explosion. C'est comment, par exemple, dans le cas d'une maquette numérique un petit peu plus urbaine, si je puis dire, venir automatiser à l'aide de points Cogo des équipements type candélabre, abribus, poteaux tel qu'on l'a fait là sur la jaquette de gauche. Cas d'usage numéro 1, il faut savoir que vous avez déjà de la ressource qui est mise à disposition. Donc en fait, on avait fait une présentation à Paris avec Vincent Fredon le 8 octobre 2019. Il faut savoir que tout le dataset qui est explicité là est disponible avec un support type PowerPoint PDF et aussi une vidéo. Donc si vous n'avez pas encore accès au projet BIM 360 du Club Infrastructure, contactez Vincent Fredon, donc il est basé en France. Vous avez son adresse email vincent.fredon@autodesk.com et il vous donnera accès au dataset. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu cette démonstration, je vais très rapidement en parler. On fait de l'implémentation d'un bloc le long d'un alignement. On sera
uniquement en 2D dans le cas de ce dataset, mais ça fonctionne aussi en 3D. Donc vous avez besoin déjà d'un fichier Excel qui va vous définir en fait l'implémentation par exemple de poteaux caténaires. Donc j'ai besoin de savoir à quel PK je vais venir implémenter mon poteau. Donc ici, tous les 50 mètres, je viens implémenter un poteau. Et je viens mettre un excentrement de 2,30 m de part et d'autre. Donc j'ai besoin dans mon fichier DWG d'un alignement civil 3D et j'ai besoin ici de ma bibliothèque de blocs. Donc dans mon dessin, j'ai mon poteau caténaire et une traverse type. Donc j'ai un BPMN. La première étape, c'est de venir dire à Dynamo, tu viens m'ouvrir le fichier Excel et tu viens me l'interpréter. Il faut savoir que Dynamo a une logique un petit peu différente et pour ça, on va faire ce qu'on appelle du list management, du management de liste. Il y a quelques opérations à effectuer pour que Dynamo puisse interpréter le contenu et surtout filtrer le contenu qu'il y a dans la spreadsheet Excel. Après, on va venir jouer sur les nœuds civils 3D qui vont vraiment nous permettre d'implémenter le lambda alignement. On va voir que pour implémenter un bloc, c'est plutôt des objets AutoCAD. Et puis après, il y aura une petite modification à faire sur de la géométrie. Donc, ce que vous voyez là, c'est je vais chercher un fichier XLS et je le remets en forme. Donc, vous voyez, vous avez des nœuds de type transpose et des nœuds qui vous permettent en fait de lire les lignes et les colonnes de Dynamo. Pour faire simple, je ne vais pas réexpliciter uniquement, enfin, l'intégralité de ce fichier DIN. Il faut savoir que Dynamo ne lit pas des colonnes, il lit des lignes et Dynamo ne connaît pas la ligne 1. Il travaille avec des indices et en l'occurrence, il travaille avec l'indice 0. Donc vous commencez 0, 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Et pour lui, l'indice 0 d'une ligne, ça va être la ligne 1 qui est dans Excel. Pareil pour les colonnes. Donc Dynamo ne sait pas lire par défaut les colonnes. Vous avez besoin de venir transposer les lignes et les colonnes. Et par défaut, Dynamo ne connaît pas les colonnes A, B, C, D, E, F d'Excel. C'est pareil. Il continue à travailler avec des indices. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Donc l'indice en colonne 0, c'est la colonne A d'Excel et ainsi de suite. Une fois que c'est fait, je viens utiliser ici un nœud Dynamo pour Civil 3D qui s'appelle Alignement Coordinate System by Station Offset. Je ne vais pas forcément revenir dessus et sur comment on vient lier les choses, mais gardez à l'esprit que Dynamo retranscrit en interne une géométrie et cette géométrie-là, il va être en mesure de la retranscrire après dans Civil 3D. Donc ici, je viens lui dire, tu viens chercher mon bloc de poteau caténaire et si vous faites attention, il l'implémente exactement dans l'état dans lequel le bloc est défini dans votre bibliothèque. Il ne prend pas en compte le gisement en natif. C'est pour ça que vous voyez l'armement du poteau caténaire ne suit pas l'orientation définie le long de l'alignement. Donc pour ça, vous avez besoin d'utiliser un ensemble de scripts pour prendre en compte la rotation et en fait pivoter les poteaux caténaires et qui suivront un système de coordonnées qui lui va se balader tout le long de votre alignement. Donc tout ça, c'est une approche un petit peu scolaire. Vous allez voir avec le temps, quand vous aurez un petit peu plus de dextérité sur l'outil, il sera possible de venir remplacer l'intégralité de ce groupe de fonctions par ce qu'on appelle des code blocs. Sauf que commencer à former des gens directement sur des code blocs sans leur avoir montré les prérequis, c'est assez compliqué. Donc je vous invite vraiment, si vous n'avez pas accès à ce dataset, de contacter Vincent Fredon et de commencer à vous former sur l'outil. Donc, là, on avait fait une première démonstration en 2D. Vous voyez que en 3D, c'est la même chose. La seule chose en plus dont j'ai besoin de mon accent plan que vous voyez ici à altimétrie égale 0, j'ai besoin dans mon prospecteur d'avoir créé au préalable mon profil en long, projet et mon dessin de profil en long. Et en fait, je viens juste rajouter un nœud complémentaire dans Dynamo et je peux très bien implémenter mon poteau dans l'espace. C'est pas un problème. On passe sur le cas d'usage numéro 2. Donc, pour ça, j'ai fait appel à la société Scandrone, qui est basée dans l'Est parisien. Olivier, que vous voyez ici présent, a utilisé son scanner terrestre Faro pour faire un nuage de points. Et à partir du nuage de points, en fait, on est venu retranscrire un projet civil 3D. Donc, en fait, il y avait plusieurs approches. Initialement, on se posait la question, est-ce qu'on faisait un projet 3D uniquement pour la route, un pour le cheminement piéton que vous voyez ici. Une des forces de Civil 3D permet d'avoir en fait plusieurs lignes de base, si vous voulez. Donc en fait, j'ai défini un seul projet sur l'intégralité en fait de mes objectifs, modéliser ici la voirie, modéliser le cheminement piéton et modéliser ici l'espacement pour poser mes abribus. Et tout ça, je l'ai fait directement au sein d'un simple
d'un seul et même projet civil 3D en utilisant uniquement 2 profils types. Donc, à partir de ça, de mon projet 3D, je suis venu générer une surface triangulée projet. Et en vue de dessus, j'ai demandé à Olivier de m'implémenter des points Kogo. Alors, qu'est-ce qu'a fait Olivier? Il a chargé son nuage de points RCS, RCP en vue de dessus. Il a dessiné tout simplement des sphères à la vue, du diamètre, par exemple, du candélabre ou des poteaux qui étaient ici. Et en fait, avec des outils de création de points Kogo, on est venu rajouter des descriptions sur chacun des points. Donc, vous avez des descriptions sommaires, qui sont en fait les descriptions brutes ici, et vous pouvez aussi avoir des descriptions complémentaires. Là, on a juste utilisé les descriptions brutes, et on est venu créer des groupes de points pour en fait être certain d'avoir tous nos candélabres sur la partie de droite, tous nos candélabres sur la partie de gauche, nos poteaux pour les passages piétons et les 2 abribus. Donc ici, la logique, c'est j'ai des points Kogo et je vais demander à Dynamo de venir lire en X et en Y, en planimétrie, les coordonnées de mes points Kogo. Deuxième chose, je demande à Dynamo aussi de lire pour ces mêmes positions en XY les valeurs Z en altimétrie de la surface TIN. Et en fait, je vais demander en 3e étape à Dynamo de prendre le Z qui retranscrit en fait sur ma surface TIN et de venir l'injecter en information dans mon point Kogo. C'est-à-dire que je vais modifier ma géométrie et sur cette géométrie modifiée, je vais venir implémenter mes blocs. J'attire juste votre attention pour lire les coordonnées XY des points Kogo. Je n'ai pas à disposition dans Dynamo le nœud qui va bien. Je suis obligé d'utiliser le packaging complémentaire Civil 3D Toolkit qui est développé par Paulo Serra. J'y reviens juste après. Donc ça, ce que vous voyez, c'est le graphe Dynamo qui a été utilisé. Donc en fait, on l'a simplifié à l'extrême. Donc en fait, vous avez plusieurs ramifications. J'ai une ramification pour mes candélabres à gauche, une pour mes candélabres à droite, une pour mes abribus à gauche, une ramification pour mes abribus à droite et les dernières pour les poteaux. Alors vous allez dire, pourquoi est-ce que tu l'as fait en différentes phases, si je puis dire? C'est que j'avais besoin de prendre en compte le gisement et en fait avec le temps de préparation, on n'a pas eu le temps d'utiliser un seul bloc commun pour tous les cas de configuration. Donc en fait, on est venu dupliquer nos blocs. C'est pour ça qu'on a mis plusieurs ramifications. Je vais vous charger en fait une vidéo. Avant d'appuyer sur le bouton play, vous voyez bien ici que mes points Kogo sont initialement en XY, ils sont en 2D, et que avec ma routine Dynamo, j'arrive à positionner automatiquement mes blocs en 3D par projection sur la surface TIN. Là, vous devez voir sur la partie de droite le script Dynamo. En fait, j'ai gelé les nœuds pour pas qu'il démarre automatiquement. En fait, vous pouvez faire fonctionner Dynamo en mode automatique ou en mode manuel. Par sécurité, je les ai gelés. Et là, en fait, je vais juste appuyer sur le bouton exécuter en bas. Donc là, vous voyez que sur la partie gauche, vous n'avez rien. Vous exécutez automatiquement vos blocs sans retranscrire. Donc c'est quelque chose qui peut être très pratique pour agrémenter une maquette numérique. Chose importante à prendre en compte, là on avait des multi-view blocs. Initialement, Dynamo dans la première version implémentait uniquement des blocs AutoCAD, ce qu'on appelle des références de blocs. Les blocs multi-view, ce qu'on appelle les MVB, multi-view blocs, sont pris en compte maintenant et fonctionnent parfaitement. Non, là ça relance la vidéo. Hop. Alors, le packaging complémentaire, Civil 3D Toolkit, pour ça, c'est un add-on. Vous verrez, quand vous démarrez Dynamo sur la partie gauche, vous avez vos nœuds principaux. Pour avoir cette partie-là, add-on Autodesk avec tous les nœuds du Civil 3D Toolkit, il est important ici d'aller dans Packaging, rechercher un packaging et vous rentrez juste Civil 3D Toolkit. Et là, vous voyez que le serveur va mettre un petit peu de temps à répondre, ça prend 5 secondes. Vous cliquez sur la grosse flèche, vous téléchargez le packaging. Vous n'avez plus besoin de redémarrer Dynamo. Avant, il fallait redémarrer. Et automatiquement, vous allez avoir tous ces nœuds complémentaires qui vont charger. Ces nœuds complémentaires sont intéressants parce qu'ils ramènent des nœuds complémentaires pour AutoCAD Civil 3D, mais ils ramènent aussi des nœuds complémentaires pour BIM 360 et la technologie Forge. Ils apportent des nœuds complémentaires sur les réseaux sous pression et les réseaux gravitaires, c'est pas négligeable, et aussi des nœuds pour le tunnel, c'est-à-dire que Paolo travaille aussi sur un projet qui s'appelle Raffinery, donc qui a déjà été adapté dans Revit, qui ne l'est pas encore dans Civil, et cet add-on
polygones, ce packaging est souvent updaté, donc faites quand même attention pour les mises à jour et la maintenance. Essayez d'avoir les dernières versions, mais par contre, faites attention. Si vous, en tant que concepteur du script Dynamo, assurez-vous que votre utilisateur soit aussi sur la même version. Donc pour l'instant, on est sur la version 1.1.6. Ça évolue quand même assez vite, donc à chaque fois que vous voulez utiliser un nœud du Civil 3D Toolkit, assurez-vous de faire une vérification de mise à jour. Donc, on va passer sur la dernière partie qui est la plus importante, c'est la connexion BIM-SIG. Lamine, est-ce que tu pourrais me faire un topo sur le temps global qui nous resterait, grosso modo, 30-35 minutes? Lamine? Bon, pas de réponse. Oui, oui, je suis là. On a grosso modo combien de temps pour la connexion BIM-SIG, s'il te plaît? Alors, 30. Je sais pas, à peu près 30 minutes. Oui. 30 minutes? Ok, parfait, Ouais. merci. Bon, je continue. Une brève description, enfin un rappel sur le Building Information Modeling, donc processus métier de génération et d'exploitation de données sur tout l'ensemble de vie du cycle de vie de l'infrastructure. Gérard Rayet avait fait en ce sens une vidéo qui me paraissait pertinente. Je vous invite à la regarder, elle sera à la fin du PowerPoint dans les liens, dans les sources. On va passer maintenant à la partie SIG, donc système d'information géographique. Donc avant, ce qui me semble important, c'est d'aborder la notion de géomatique. On n'en parle pas forcément assez. Déjà, la première question, qu'est-ce que c'est la géomatique? En fait, c'est la contraction des termes géographie et informatique. En fait, les SIG, c'est une expertise qui est rattachée à cette discipline. Une deuxième notion qui est importante, et j'ai personnellement eu beaucoup de mal à comprendre quand j'ai démarré sur les SIG, parce que je ne suis pas géomaticien de formation, c'est la notion de territoire, géographie et cartographie. C'est-à-dire que l'objet de notre étude, ça va être le territoire, et la science qui l'appréhende, c'est la géographie. Et en fait, l'analyse qui va nous permettre en fait de créer notre livable, la carte, c'est en fait une technique nommée la cartographie. Et le SIG, c'est un système d'information informatique qui traite d'objets localisés. En fait, pour faire simple, vos objets SIG, vous avez deux choses primordiales à retenir. La première chose, vous avez une géométrie. Alors initialement, le SIG en 2D, donc on avait des géométries de type point, mais on pouvait aussi avoir des géométries de type ligne ou des géométries de type polygone. Donc ça, c'est la première notion à retenir, vous avez une géométrie. Et la deuxième notion à retenir, c'est que vous avez des données alphanumériques. Vu qu'on était en fait dans une optique de venir cartographier le territoire, c'est-à-dire par exemple venir sonder le réseau routier, le réseau autoroutier, le réseau ferroviaire, tout ce qui pouvait être POI, point d'intérêt, les SIG avaient très tôt abordé la notion en fait pas de base de données, mais en fait vous avez ce qu'on appelle une table attributaire. Donc à chaque fois que vous allez ouvrir un fichier SIG, que ce soit un shapefile ou une géodatabase, vous allez avoir une géométrie et une table attributaire. Si vous êtes déjà utilisateur de Map3D, vous avez peut-être déjà entendu parler de la notion de table de données, c'est exactement la même chose qu'une table attributaire. Au niveau du volume, j'insiste, donc on avait dit que jusqu'au shapefile, on avait des points, des lignes et des polygones. Maintenant, on a aussi une quatrième forme de géométrie qui est le volume, c'est ce qu'on appelle des classes d'entités multipatch, et ça c'est utilisé avec ArcGIS Pro. Donc vous n'allez pas retrouver ça avec des shapefiles. Avant d'aborder vraiment la partie technique de connexion entre Civil 3D et ArcGIS Pro, ça me semblait intéressant de vous mettre quelques rappels sur les grands usages des SIG. Donc c'est un outil de production géographique, donc le but initial c'était de produire des cartes. Donc à la base elles étaient en 2D, mais aujourd'hui on voit qu'avec les plateformes collaboratives, que ce soit BIM 360 ou ArcGIS Online, on passe sur de la 3D. C'est des outils d'aide à la conception, c'est-à-dire qu'il y a certains SIG, certains géomaticiens qui continuent à utiliser les SIG en phase d'avant-projet. En général, dans le milieu de la construction, on travaille rarement comme ça, on utilise déjà un AutoCAD. Et enfin, c'est un outil métier pour gérer un patrimoine de données, et j'y reviendrai à la fin sur tout ce qui est le lien en fait entre les property sets Civil 3D qu'on sait aujourd'hui retranscrire dans ArcGIS Pro, en plus de la géométrie bien entendu. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Donc le partenariat Autodesk Esri
avait été annoncé lors de, si je ne dis pas de bêtises, lors de l'Autodesk University Las Vegas 2017. Donc on est déjà à 3 ans. Donc en fait, là on va voir qu'il y a plusieurs approches pour la connexion BIM SIG. Il y a la première, il y a un connecteur qui est présent dans InfraWorks, donc c'est une première approche de travail. Il y a un connecteur Esri qui est aussi présent dans Civil 3D, c'est une deuxième approche de travail. On va voir qu'on peut faire des choses avec ces connecteurs, mais qu'on peut pas tout faire. Donc la dernière chose qu'on va voir, et c'est vraiment un petit peu la plus-value qui est abordée dans ce webinaire, c'est utiliser un ETL spatial. Donc un ETL, c'est un Extract Transform Load. On va voir qu'il y a plusieurs types d'ETL sur le marché. Vous avez vraiment des ETL qui sont purement orientés informatique. Nous, on va plutôt s'intéresser aux ETL spatiaux, et en l'occurrence, l'ETL spatial FME, qui est édité par la société canadienne Safe Software, et FME, ça veut dire Feature Manipulation Engine. J'y reviendrai juste après. Donc, premier point, connecteur Esri pour InfraWorks. Donc, on a un flux de travail entrant et un flux de travail sortant. Donc, pour le flux de travail entrant, j'ai un modèle InfraWorks et je vais chercher à me connecter à une plateforme qui s'appelle ArcGIS Online, que vous retrouverez parfois sous le terme de AGOL. Donc, ça, c'est un flux de travail entrant. Je vais chercher à importer de la donnée dans mon modèle InfraWorks. Premier cas. Deuxième cas, j'ai fait mon modèle InfraWorks et je veux l'exporter vers ArcGIS Online. On va voir qu'on s'y prend un petit peu différemment selon les cas. Donc, première chose, on va se focuser dans un premier temps à l'import de données SIG. Donc, si vous travaillez avec InfraWorks 2020.2 minimum, vous avez la nouvelle interface. Il faut aller ici dans l'onglet Gérer, il faut aller dans Contenu, il faut cliquer sur la petite flèche, et il faut venir charger ici l'Autodesk Connector for ArcGIS. Donc, c'est ce qu'on appelle un connecteur de type point à point. Vous démarrez depuis un programme Autodesk, InfraWorks, et vous vous connectez vers une solution Esri. C'est un lien direct. En revanche, il y a une notion qui est très très importante à retenir, c'est qu'il vous faut un accès pour une licence InfraWorks, parce que sinon vous n'allez pas démarrer un modèle InfraWorks. Et il vous faut aussi un accès auprès d'Esri pour avoir accès à la plateforme ArcGIS Online. Si c'est pas l'un ou l'autre, il faut les deux. Si vous ne remplissez pas ces deux conditions, ce flux de travail ne fonctionne pas. Donc là, j'ai démarré en fait, j'ai cliqué dans InfraWorks pour ouvrir le connecteur pour ArcGIS. On me demande automatiquement un nom d'utilisateur et un mot de passe. Vous ne rentrez pas vos noms d'utilisateur et mots de passe Autodesk. Si vous regardez bien, en fait, vous êtes directement sur un site de connexion Esri. C'est pour ça qu'il vous faut un compte Esri. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez venir rechercher de la donnée d'entrée. Alors, j'attire votre attention, il faut savoir que ArcGIS Online ne fait pas tout. Vous avez sur ArcGIS Online des données qui sont publiques, c'est vrai, on peut venir en charger, mais par exemple, si vous travaillez pour un client en particulier, souvent ces données, elles ne seront pas en public. Elles seront privatives, et donc c'est-à-dire que déjà vous devez avoir l'autorisation de votre client de pouvoir récupérer sa donnée. Et pour venir récupérer sa donnée, encore faudrait-il que le client ait un compte sur ArcGIS Online. Donc aujourd'hui, la plupart des grands comptes ont un accès à ArcGIS Online, c'est pas un problème, mais on retrouve fréquemment dans le territory des clients qui ne l'utilisent pas. Donc il faut faire attention à ce que vous venez charger. Si vous voulez charger sur ArcGIS Online des données clients, assurez-vous déjà que le client ait l'accès à la plateforme et qu'il vous ait aussi donné l'accès à la plateforme. Donc là, je viens venir, vu que je travaille pas pour un client en particulier, je suis venu chercher des données publiques qui sont en fait éditées par Esri France. Donc en fait, c'est des listings d'établissements d'enseignement supérieur. Et je suis venu en fait chercher tout simplement des points d'intérêt. Donc vous pouvez, ici, vous voyez, vous avez deux icônes. La première, ça vous permet de venir chercher des catégories de sources. Et la deuxième icône vous donne en fait des informations propres à la source. Et on voit ici que c'est bien Feature Layer édité par Esri France. Donc, je suis venu importer mes sources en fait directement dans mon modèle InfraWorks, et vous voyez que dans les sources de données, le panneau qui est ici, j'ai fait un petit zoom là sur la gauche, elles sont bien chargées, donc ce sont bien des sources de type vectoriel, et elles viennent depuis ArcGIS Online. C'est pas un problème. Synthèse de la démarche, donc là c'est un rappel, on lance l'Autodesk Connector for ArcGIS, on s'identifie au portable
ArcGIS Online. Donc pour ça, je le répète encore une autre fois, il vous faut un compte Esri qui va bien. Vous choisissez les données à importer, vous les ajoutez, vous revenez sur InfraWorks. Il n'y a pas d'autre chose à faire pour importer de la donnée dans InfraWorks. Donc vous vous laissez guider. C'est pour ça qu'on parle de connexion de type point à point. On va passer maintenant à la deuxième configuration. On est toujours dans InfraWorks, toujours avec ce connecteur, mais on va vouloir faire un export de données. Donc cette fois, il ne faut plus aller dans l'onglet Gérer, on va dans le dernier onglet Présenter, Partager. Et en fait, vous avez deux possibilités. Vous pouvez publier directement sur ArcGIS Online ou vous pouvez publier en fait pas en local mais sous la forme d'un fichier. Un fichier, enfin ils disent exporter en FGDB, en fait ça veut dire File Geodatabase, mais ça vous donne directement un fichier .gdb. Je reviens dessus juste après. Dans un premier temps, on va publier directement vers la plateforme AGOL, ArcGIS Online. Donc je clique ici sur cette option là. Automatiquement, vu que je me suis logué précédemment, il me reconnaît, ça tombe bien. Ici, pensez à dire que vous voulez exporter l'intégralité de votre modèle ou pas, parce que vous pouvez limiter sur une zone, ça peut avoir son importance en fonction de ce que vous voulez communiquer, en fonction de votre avancement et de votre production. Après, deuxième étape, on revient juste après, c'est définition des calques, paramètres de l'élément et emplacement de publication. Donc, définition de la zone d'intérêt par défaut, c'est l'intégralité de votre modèle InfraWorks. On peut le réduire, comme je l'ai dit. Deuxième étape, définition des calques. Donc, vous dites à InfraWorks, je veux retranscrire telle catégorie d'objets vers ArcGIS Online. Troisième étape, ce qui est quand même assez important, c'est y mettre un nom. Déjà parce que c'est obligatoire, parce que vous avez une accès risque. Et ici, vous voyez, il y a une étiquette, on vous demande de mettre des étiquettes. Les étiquettes, c'est très très important parce que par exemple, on reviendra un petit peu dessus après quand on fera FME. Si vous cherchez à retranscrire des éléments d'un projet civil 3D vers ArcGIS Online, il faut que tous vos éléments aient un dénominateur commun. Donc un dénominateur commun, ça va être un tag, ça va être une étiquette. Pour l'instant, bon ici par défaut j'ai mis Quentin Arquette, mais mettez par exemple le nom de votre entreprise en premier et mettez un deuxième tag, projet 1, projet 2, le nom du projet ou le nom de la section du projet, peu importe. Mais il faut que tous vos éléments aient un tag commun parce que pour que ArcGIS Online puisse après retranscrire dans SIG 3D, il faut qu'on puisse retrouver des étiquettes communes. Ça, c'est important. Vous avez après des paramètres avancés, et là, je voudrais revenir sur l'option de partage. Faites attention à ce que vous partagez. Si vous cliquez sur tout le monde, je sais pas, vous travaillez sur un dossier sensible, je sais pas, une centrale nucléaire, un site Céveso industriel, et que par défaut, vous n'avez pas attention, vous avez coché partager avec tout le monde, n'importe quelle personne du grand public aura accès à vos données sur ArcGIS Online. Elles seront publiques. Donc, pensez bien à les mettre sur le compte auquel vous êtes rattaché, qui sera probablement un compte partagé avec votre client, ou à créer des groupes de travail. On retrouve pas dans l'écosystème Esri cette notion de gestion de droit qu'on peut retrouver dans BIM 360. C'est un petit peu plus... C'est un peu plus simplé, si je puis dire. Donc, faites très, très, très attention à la confidentialité des données que vous allez publier. C'est important. Étape numéro 4, l'emplacement de publication. Donc, moi, j'ai décidé de le mettre dans mon contenu personnel, mais j'aurais pu le mettre dans le contenu de mon entreprise aussi. C'est pas un souci. Donc, vous laissez InfraWorks travailler, puis vous allez avoir un message publication réussie. Vous chargez donc directement ArcGIS Online. Donc pour ça, ça commence avec un navigateur internet. Donc c'est l'adresse maps.arcgis.com, vous vous loguez et vous voyez que mon modèle InfraWorks, enfin tout du moins les éléments choisis, sont retranscrits sur une scène 2D. Deuxième solution, c'est si j'avais pas voulu utiliser directement la connexion point à point publiée dans ArcGIS, je peux retenir exporter en FGBD. Donc FGBD, je vais récupérer un fichier de type .gbd, mais attention, vous le récupérez pas en local sur votre disque dur direct. Il sera aussi exporté sur ArcGIS Online. Il faudra dans un deuxième temps venir le télécharger. Je vous montre ça sur une image juste après.
Donc l'export est tout à fait similaire, hein. Donc je vais passer. Là, vous voyez, vous avez exportation au format FGBD et là, vous voyez que ici sur l'icône, je ne sais pas si vous voyez mon petit curseur, vous voyez series_France, j'ai bien file géodatabase. Donc en fait, ici, je viens télécharger ce fichier. Donc là, je l'ai téléchargé en local. En fait, je l'ai récupéré dans un zip et dans mon fichier zip, vous voyez que j'ai bien un fichier GDB. Donc GDB, c'est un fichier vectoriel. Il n'est interprétable que par ArcGIS Pro. Map3D ne sait pas ouvrir les GDB. Tout ce qui est ancien programme de SIG 2D, on utilisait des shapefiles. Mais voilà, si vous travaillez avec de la géodatabase, vous travaillez avec ArcGIS Pro. Donc, je charge ArcGIS Pro, je viens ici me connecter à ma géodatabase, je retrouve ici mes différentes feature classes que je glisse et vous voyez que vous retrouvez exactement la même chose qui avait été retranscrite précédemment avec la connexion point à point dans ArcGIS Online. La seule différence, c'est que là, j'ai un fichier ARPX qui est un fichier ArcGIS Pro qui est stocké sur mon disque dur, mais il pourrait très bien être stocké sur le serveur interne de votre entreprise, hein, c'est envisageable. Donc on a fait le point sur le connecteur pour InfraWorks, maintenant on va passer sur le connecteur pour Civil 3D. C'est pareil, on a un flux entrant et on a un flux sortant. Donc on va faire on va tenir la même logique de cheminement intellectuel. Donc j'attire votre attention, le connecteur dans Civil 3D, il y a plusieurs moyens de le trouver. Donc, en fait, vous pouvez l'avoir ici depuis l'interface Civil 3D, qui est celle par défaut. Donc, pour ça, vous devez aller dans le ruban, dans l'onglet Insertion, et vous voyez ici le groupe de commandes ArcGIS. Vous retrouvez le connecteur qui est la première icône, et la deuxième icône qui est un gestionnaire de sources de données. Mais pour démarrer la deuxième icône, il faut déjà avoir réalisé l'import. En l'occurrence, on ne l'a pas encore fait. Deuxième endroit pour trouver le connecteur ArcGIS, c'est l'onglet, l'outil planification et analyse. En fait, je viens charger tout simplement l'interface d'un AutoCAD Map 3D et c'est aussi présent. Donc vous le retrouverez là cette fois dans l'onglet début. Dernière chose, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Map 3D, vous pouvez aussi démarrer le volet tâches. Et quand vous cliquez ici dans données, connexion aux données, donc ici vous avez ce qu'on appelle le connecteur FDO qui s'ouvre et vous avez aussi toujours la possibilité de le récupérer à partir de là. Donc là, on reste en fait sur une logique. Je suis sur un projet, cette fois Civil 3D, donc un DWG, et je veux venir apporter dans mon projet de la donnée stockée sur ArcGIS Online. Donc, toujours pareil, j'ai toujours besoin de mon compte Esri, sans ça, ça ne fonctionnera pas. Je viens m'identifier avec mon nom d'utilisateur Esri et mon mot de passe Esri. Je vous conseille d'avoir des mots de passe différents entre les écosystèmes Autodesk et Esri pour votre propre sécurité. Une fois que c'est fait, vous pouvez venir charger de la donnée. Donc là, j'ai pris de la donnée publique, encore une fois, mais cette fois, en zoomant sur la carte de Paris, on me proposait de venir récupérer des données propres au parc départemental des Chantereines. Donc en fait, j'ai eu la possibilité de venir apporter des regards, donc des réseaux gravitaires. Et c'est quelque chose qui est intéressant. Plutôt que récupérer un plan DWG topo, qui souvent n'est pas géoréférencé, ou vous n'avez pas forcément des blocs en 3D, ou des points en 3D pour reconstruire votre réseau gravitaire, vous pouvez utiliser une source SIG, si vous la considérez comme fiable, bien entendu, pour venir apporter des objets. Donc on en a fini pour l'importation. Maintenant on passe à l'exportation avec le connecteur pour Civil 3D. Donc là, cette fois, c'est différent. On n'ira plus dans l'onglet insertion, mais on se remet dans l'interface civile. Et on va s'intéresser au ruban à la partie sortie. Dans la partie sortie, vous voyez, j'ai deux icônes, exportées au format FGBD et publiées dans ArcGIS. Publié dans ArcGIS, de mémoire, vous devez aussi pouvoir le retrouver ici dans la partie collaborer, ça sera le même icône. Donc vous retrouvez la même analogie, soit vous publiez directement en point à point, soit avec un fichier intermédiaire, si je puis dire. Donc là,
pardon, Civil 3D ouvre cette boîte de dialogue. Vous voyez que si je fais publier au format ArcGIS ou exporter en FGBD, ben, en fait, la boîte de dialogue, c'est la même, hein, tout simplement. Il y a juste ici le titre qui change. Et là, vous voyez à l'écran les types d'objets que vous pouvez sortir. Donc, vous pouvez exporter des Cogo Points, vous pouvez exporter des alignements, et tout ce qui est format enfant issu de l'alignement, c'est-à-dire des lignes de profil en long, des objets de site, donc lignes caractéristiques, c'est pris en compte, il n'y a pas de souci, et réseau de canalisation. On voit que le connecteur, en fait, il ne fait pas tout. Vous avez une partie des objets civils 3D qui sont exportables, mais il y a des manques. C'est-à-dire que le projet 3D en lui-même, le corridor n'est pas exportable avec le connecteur. C'est pareil pour les éléments AutoCAD. Les blocs, par exemple, que j'ai implémentés précédemment, que ce soit dans le cas d'applications ferroviaires avec mes poteaux caténaires et mes traverses, ou dans le cas un petit peu urbain avec Scandron, tout ce qui était abribus et candélabres, c'est des objets, je peux pas les exporter avec le connecteur. Les surfaces non plus, les solides 3D issus des projets non plus, et les blocs multivus non plus. Donc c'est pour ça que bah, quand il n'y a pas de connecteur, qu'est-ce qu'on fait? Bah, est-ce que ça nous bloque? Bah, la réponse est non. Non, ça nous bloque pas. Mais pour ça, on a besoin d'utiliser un outil complémentaire qui s'appelle un ETL, donc un Extract Transform Load, pour venir retranscrire votre maquette BIM qui a été conçue ici sur Civil 3D et qu'on est venu retranscrire dans ArcGIS Pro. Donc ça, c'est en fait c'est un dataset virtuel. C'est ce qu'on a fait pendant le confinement en partenariat avec Autodesk et Esri France. Je tenais à remercier Vincent Fredan et aussi Anthony Louet et Lionel Henry qui nous ont beaucoup aidés pour mettre en place ce workflow. Donc là, ce qu'on va voir lors de ce webinaire, c'est on va s'intéresser uniquement aux solides 3D issus de nos projets 3D. Et on va retranscrire ça et uniquement ça. Ces solides 3D peuvent avoir des property sets greffés dessus ou pas. On sait retranscrire la géométrie et on sait aussi retranscrire les property sets des solides 3D issus des corridors. C'est pas un problème. Juste avant ça, quelques rappels sur les ETL. Donc les ETL, comme je vous l'ai dit, ils peuvent être au sens générique, informatique, très IT. Donc peut-être que vous retrouverez dans votre carrière des termes comme IBM, DataStage, Oracle et ainsi de suite. Nous, on va pas venir travailler avec ça. Il y a des ETL spatiaux, il y en a plusieurs. Donc GeoKettle, Spatial Extension for Talent, qui était à la base un programme open source, mais qui ne l'est plus. Les utilisateurs d'Esri, et je sais qu'il y en a qui regardent ce webinaire, qui utilisent ArcGIS Pro, ont souvent, voire probablement, entendu parler de data interoperability. Il faut savoir que c'est une brique de l'écosystème Esri, mais c'est une brique FME qui est derrière. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est FME Workbench, donc édité par l'éditeur Safe Software au Canada. FME, ça veut dire Feature Manipulation Engine, et en plus de ça, vous avez peut-être aussi, si vous avez utilisé InfraWorks, vous avez peut-être utilisé l'outil FME, le nom m'échappe, le Quick Translator qui permet par exemple de récupérer du CityGML dans InfraWorks. C'est aussi une brique FME qui est derrière. Donc, quelques rappels sur un ETL spatial. Un ETL spatial est un petit peu plus puissant qu'un simple convertisseur. Le Quick Translator de FME est un convertisseur. C'est je convertis un fichier qui est dans un format A vers un format B. Il faut savoir qu'un ETL peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il peut venir jouer sur la structure, sur la géométrie ou sur l'information qui est compris dedans. Je prends par exemple le cas d'une base de données, je sais pas, vous avez plusieurs lignes avec une description 1 et une description 2. Vous voulez faire des filtres sur la description 2. Un ETL vous permet de filtrer par exemple une base de données. Ça peut être intéressant. FME Desktop, donc ça c'est commercialisé directement par Safe ou ses revendeurs locaux. FME Workbench, c'est l'outil le plus puissant, c'est celui qu'on utilise. Le Data Inspector, c'est en fait ce qui vous permet de voir graphiquement l'allure et de vos fichiers. C'est-à-dire que FME, c'est lire un DWG. Vous n'avez pas besoin d'un AutoCAD. Par le FME Data
Data Inspector, le Workbench voit la géométrie et vos solides 3D. Ça, c'est pas un souci. Le Quick Translator, c'est une version light du Workbench. C'est notamment celui-là qui est utilisé dans InfraWorks pour ramener et convertir du CTGML. Vous avez une version ligne de commande qui s'appelle fme.exe. Attention, c'est pour utilisateurs très avertis. Et après, vous avez FME Server qui n'est pas compris en fait dans FME Desktop. C'est une tarification supplémentaire qui vous permet en fait, plutôt que faire vos opérations locales, qui vous permettent de les faire directement dans le cloud. Et le gros avantage, c'est que vous pouvez les faire en bench, c'est-à-dire que vous laissez le cloud FME tourner H24, et puis vous revenez quand c'est terminé. Donc ça peut être intéressant pour les gros volumes de données à traiter. Donc là, on va parler rapidement de la différence de structure entre ce qui se passe dans Civil 3D et ce qui se passe dans ArcGIS Pro. Donc dans Civil 3D, on a fait un corridor et de ce corridor, on a demandé à générer les solides 3D. Donc sur le dataset là qui est présenté, il y a juste les property sets par défaut hein, qui sont faits par les corridors. On n'est pas venu en rajouter. Mais voilà, il faut savoir que les solides 3D tels quels, ArcGIS Pro, il ne connaît pas. Par contre, ArcGIS Pro, c'est un sujet 3D, il sait faire de la 3D, c'est pas un souci. Mais lui, ce qu'il connaît, c'est des entités ici de classe multipatch, c'est des volumes. C'est ce que vous voyez ici dans Geometry Type. Donc en fait, il faut faire un lien entre les solides 3D qu'on voit sur cette slide et les volumes que ArcGIS Pro veut bien interpréter. Et sans FME, il n'y a pas de connexion possible. Donc ce que vous voyez, c'est le résultat très sommaire, très brut. Je prends la source des WG et je la convertis en export géodatabase. C'est-à-dire que je vais utiliser ici ce qu'on appelle un transformers. FME, c'est de la programmation visuelle, hein. C'est comme du Dynamo, c'est assez analogue sur le système. Je vais utiliser un transformers, donc il y en a à peu près 300 si ma mémoire est bonne. Je vais utiliser le transformers geometry filter. Et en configurant ma source en entrée et ce que j'attends en sortie, ce transformer, c'est me transformer mon solide 3D AutoCAD ou Civil, peu importe, vers de la géodatabase en classe d'entité multipatch. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de faire la connexion BIM-SIG pour notre cas d'usage présenté sur ce webinaire. Donc, FME, logiciel de scripting visuel. Donc voilà, c'est un transformer, c'est cette partie-là, ce que vous voyez ici. Donc là, sur la démonstration, on a juste utilisé un transformer de géométrie. Si vous voulez récupérer vos properties sets personnalisées, c'est possible, hein, ça marche sans souci. Par contre, on utilisera des transformers pour les attributs. Et là, il y en aura plusieurs. Il y a une logique, un cheminement intellectuel à mener sur le scripting qui est un petit peu plus complexe que ce qu'on vous présente là. Donc, si vous avez des questions plus poussées, je vous invite à vous rapprocher de la mine plus tard pour voir comment on peut vous épauler potentiellement sur le projet. Ce que vous voyez sur la gauche, c'est mes configurations en entrée. Donc en fait, j'ai un DWG où j'ai mes solides 3D de ballast. Et je vais demander à transformer ça en feature class de type multipatch, classe d'entité multipatch. C'est ce que vous voyez ici. Il faut faire très très attention parce que quand vous insérez en général votre configuration sortante, par défaut, il ne met jamais multipatch. Il vous le met soit en point, soit en ligne. Donc c'est à vous ici de venir cliquer sur la petite flèche pour étendre. Vous allez avoir toute une série de configurations. Prenez bien celle-ci, GeoDB _ multipatch, et ça fonctionnera sans souci. Une fois que c'est fait, donc là, j'ai fait une capture d'écran de mon panneau de catalogue dans ArcGIS Pro. Donc, j'ai ma géodatabase par défaut. J'aurais pu en fait absorber les feature class dans la géodatabase par défaut. J'ai juste lié ma géodatabase sortie à mon projet ARPX ArcGIS Pro. Et en fait, vous retrouvez mes différentes couches. Donc, en fait, ça, c'est ce qui était en fait différents fichiers DWG, et dans chaque fichier j'avais un calque AutoCAD. J'ai tout retranscrit en fait en couche SIG. Et après, je n'ai plus qu'à prendre ça et le glisser dans l'espace d'ArcGIS Pro et votre modèle en fait réapparaît directement en 3D.
Chose importante, ce qu'on a montré là, FME, c'est je récupère de la géométrie civile 3D et je l'amène vers ArcGIS Pro. C'est pas suffisant pour l'avoir sur ArcGIS Online. Il y a encore une petite opération à faire, c'est-à-dire que le volume, qui est en fait la classe d'entité multipatch, elle n'est pas retenue telle quelle, reconnue telle quelle dans ArcGIS Online. J'ai besoin de faire ce qu'on appelle une conversion SLPK. Donc une conversion SLPK, c'est une fonction de géotraitement qui se fait assez facilement dans ArcGIS Pro et qui convertit en fait, si vous voulez, les feature classes de la géodatabase du SIG 3D en scene layer package. Et pourquoi est-ce qu'on convertit en scene layer package? Tout simplement parce que ArcGIS Online utilise une technologie qui s'appelle WebGL. Et pour ça, on a besoin de faire une conversion entre le produit ArcGIS Pro et ArcGIS Online. Et à la fin, vous voyez que ici, je retrouve bien toutes mes couches. Et pour reconstruire en fait mon projet 3D, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous avais parlé d'un tag, d'une étiquette commune. Il faut qu'il y ait au moins une étiquette commune sur chacune des couches pour reconstruire l'intégralité dans le SIG 3D Online. C'est-à-dire que ici, j'ai pris le nom du projet qui s'appelait juste Roya, c'est tout. Et puis au final, je viens charger, je viens créer en fait une scène directement dans ArcGIS Online. Je pointe vers mes différents SLPK et vous récupérez le résultat ici présent. Donc vous voyez, j'ai bien l'intégralité de ma géométrie civile 3D absorbée dans un SIG 3D. J'ai même récupéré la surface TIN. Alors la surface TIN, je vais être honnête avec vous, on l'a décomposée lors de cet essai. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est pas forcément obligatoire de la décomposer, mais en tout cas, le projet que nous vous montrons à l'écran, c'était un projet de recherche et développement, c'était un premier test. On a eu d'autres conclusions suite à ces tests. Donc la géométrie, ça fonctionne et on vous confirme aussi que les property sets qui sont associés au solide 3D issu du corridor, ça marche aussi. Donc là, chose qui peut être intéressante, c'est vous aurez toujours une légère différence entre le terrain qui est issu d'Esri, des sources Esri, pardon, dans ArcGIS Pro, et ce que vous pouvez avoir avec un modèle builder InfraWorks ou ce que vous avez pu modéliser vous avec Civil 3D directement. Donc en fait, ça explique pourquoi ici j'ai une partie verte qui est en élévation un petit peu au-dessus de mon terrain Esri. Là, vous voyez que c'est plutôt le terrain Esri qui est au-dessus. Donc, il y a une fonction, toujours pareil, de géotraitement qui est plutôt pas mal, qui s'appelle Multipatch to Raster, qui permet en fait de venir convertir votre TIN en élément raster. Et ce raster-là, vous pouvez après venir l'intégrer dans le terrain par défaut pour venir en fait le raffiner. Et j'attire votre attention sur le fait que ça sera obligatoire pour ce que vous voyez là sur la droite, c'est-à-dire les zones en déblai. Nous, sur le projet de R&D qui est présenté, on s'est juste intéressé à la section ouvrage d'art. Ici, vous avez une section en déblai, vous aurez besoin de dire à ArcGIS Pro, j'aimerais que tu m'abaisses le terrain pour que je puisse ici voir ma section ferroviaire, mais on aurait pu très bien imaginer une section routière ou autoroutière. Les surfaces TIN civiles seront à traiter. Donc pour ça, avant d'utiliser pour les TIN l'outil FME, il est important d'avoir une surface TIN TN, terrain naturel. Il est important de demander à Civil 3D de vous générer votre surface projet et de se recréer une troisième surface TIN qui est un collage en fait du TN, et sur le TN je viens coller mon projet pour faire en sorte que ici les zones en déblai deviennent apparentes dans ArcGIS Pro. Là, elles ne le sont pas, mais ça se fait aussi, hein, c'est pas un souci. Un dernier point, tout ce que je vous ai présenté est propre à l'infrastructure. FME, pour l'instant, n'est obligatoire que pour retranscrire des éléments de corridor, enfin, en l'occurrence, nous, pour nous, c'était les solides 3D issus des corridors, les retranscrire vers ArcGIS Pro, tout simplement parce que le connecteur en l'état ne permet pas encore de le faire, mais ça sera possible à l'avenir. Il faut savoir, j'ai des clients qui ne comprennent pas et qui me disent je comprends pas, mes modèles RVT, je sais qu'en nativement, je peux les ramener dans ArcGIS Pro. C'est tout à fait vrai.
Un modèle Revit, par exemple, ce que vous voyez là, des modèles de bâtiments, vous n'avez pas besoin d'utiliser FME pour amener des modélisations Revit dans ArcGIS Pro. Alors, j'ai certains clients qui prennent le raccourci à tort de me dire, bah, c'est pas grave, hein, plutôt qu'utiliser du Civil 3D, je vais faire des morceaux de sections d'infrastructures linéaires sous Revit et je vais les mettre les unes à la suite des autres dans ArcGIS Pro. Faites attention à la gestion des systèmes de coordonnées. J'ai des clients qui ont eu de très mauvaises surprises en ce sens-là. Je vous conseille plutôt de conserver votre modélisation, la partie modèle et authoring infralinéaire sur Civil, utilisez FME et utilisez le workflow que je vous ai montré sur les slides précédentes. Quels résultats chez les clients? Donc, je voulais mettre un point sur ce qui a été présenté lors de la dernière Autodesk University à Las Vegas en novembre 2019, si ma mémoire est bonne. Donc, vous avez une ingénierie, une consultancy qui s'appelle Stantec. Le siège est basé au Canada. Ils ont des bureaux partout dans le monde et vous avez dans le bureau NIC à New York, à Manhattan, une personne qui s'appelle Justin Rasselis. Je sais qu'il a représenté une classe FME pour la session online qui va se dérouler à la fin de l'année, en novembre 2020. Tout ce que vous voyez à l'écran, c'est des workflows Inventor, Revit, InfraWorks, FME et ArcGIS Pro. Donc vous voyez qu'on a des clients internationaux qui ont déjà très bien avancé sur le sujet. Deuxième exemple, c'est la société Arcadis et en particulier la filiale Hyder Consulting qui est basée en Australie. Là, on ne fait pas référence à Arcadis Europe. Donc en fait, ils avaient un très bon BIM manager qui s'appelle toujours Joanne Lua, qui a fait en partenariat avec Autodesk Consulting de l'implémentation Dynamo Civil 3D avec des multi-view blocks. Et ils sont allés très loin dans le scripting au point de simuler des fonctionnalités de clash detection qu'on fait plutôt traditionnellement sur Navisworks. Et ben, ils arrivent à le faire directement sur Civil 3D. Donc ça, c'est une belle référence. Le seul problème pour Arcadis, c'est que Joanne Lua, qui était leur référent, a quitté l'entreprise pour rejoindre Autodesk Consulting. Dernière chose, société ScanDrone, c'est la société qui nous a permis de faire le scan. Sur le deuxième exemple, Dynamo, on travaille là en ce moment avec des communautés d'agglos qui travaillent plutôt avec QGIS parce que elles sont quand même sur des secteurs beaucoup plus restreints. On est en train de regarder si FME pourrait retranscrire nos projets civils 3D au format QGIS. Il faut savoir que QGIS ne sait pas ce que c'est qu'une géodatabase, puisque un fichier GDB est un fichier propriétaire qui est propre à Esri. Par contre, QGIS a un module 3D qui prend en compte ce qu'on appelle le GPKG, donc le GeoPackage. Le GeoPackage est basé un petit peu comme InfraWorks sur du SQLite, et on est en train de regarder s'il est possible de faire des solutions clés en main de Civil 3D pour la conception à la partie exploitation avec QGIS. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire si FME est viable ou pas, on n'a pas fini les tests, mais on espère que ça fonctionnera à terme. Une dernière conclusion, c'est sous forme de bullet points. Au niveau de la modélisation 3D, ce qu'on appelle le modèle authoring, si vous n'êtes déjà pas sensibilisé à la programmation visuelle, commencez à vous former. C'est très important. Dans l'écosystème Autodesk, on a vu que Dynamo était l'enfant roi, qu'il était adapté à une multitude d'outils, plus seulement Revit, c'est-à-dire que vous n'échapperez plus à de la programmation visuelle. Et d'ailleurs, FME est aussi un outil de programmation visuelle. Au niveau des SIG, aujourd'hui, on parle de plus en plus de connexions BIM-SIG. Moi, le retour que j'ai vis-à-vis de mes clients européens, c'est qu'il y a un manque de connaissances des SIG sur le milieu de la construction. Donc hier, on avait des projeteurs. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les BIM-modelers, ce sont des ingénieurs projeteurs. Demain, on voudra des ingénieurs projeteurs géomaticiens. Et si en plus, ils savent développer et faire du codage, c'est encore mieux. Les ETL, faites attention, ne sont pas uniquement spatiaux. Effectivement, l'outil le plus utilisé, c'est FME Workbench. Vous pouvez avoir droit à 30 jours d'essai si vous avez déjà un projet BIM avancé, que vous êtes utilisateur déjà de solutions Esri. Essayez.
C'est vraiment un outil formidable. Dernière chose, c'est le cloud computing. C'est que aujourd'hui, les technologies IT sont toutes basées sur des technologies comme Microsoft Azure, Amazon Web Services. Par exemple, vous prenez BIM 360, c'est de l'Amazon Web Services qui est derrière, pardon, excusez-moi. Sur Agis Online, on est plutôt sur de l'Azure. Si vous regardez la communauté Esri et si vous suivez leur webinaire, vous voyez qu'ils savent tous coder quasiment, dans 90% des cas. Donc, ne négligez pas ce volet purement informatique. Le volet réseau, c'est très très important. Un bon BIM manager doit savoir de quoi il parle techniquement. Sources et documentation, quelques liens. Le premier, c'est celui qui vous donnera accès à un article sur la présentation qu'on a fait avec Vincent Fredon dans les locaux parisiens le 8 octobre 2019. Vous demandez à Vincent, donc vincent.fredon@autodesk.com, de vous donner accès au projet BIM 360. Vous retrouverez dedans une vidéo de formation sur Dynamo pour implémenter en 2D des équipements le long d'un alignement. Vous retrouverez le script, le dataset, la vidéo et aussi un PDF. Conférence Gérard Rayet, moi je l'aime bien cette conférence, elle a déjà 5 ou 6 ans, mais à l'occasion elle dure 1 heure ou 1 heure et quart à regarder si possible. Classe Autodesk University, donc StoneTech, vous allez pouvoir récupérer l'intégralité de la présentation de Justin Rasselis qui est à New York, très intéressante. Vous allez voir que dans sa présentation, il parle aussi de Microsoft Azure et il parle aussi beaucoup de code. La deuxième référence, c'est Arcadis, Hyder Australia, c'est ce qui avait été fait par Joanne Lua. Et la dernière, c'est celle qui a été faite par Paolo Serra et Safi Haj, qui sont tous les deux liés à Autodesk IMIA. Ils ont fait une classe sur Dynamo pour Civil 3D au sens large, où ils parlent aussi du module complémentaire Civil 3D Toolkits. Si vous avez la possibilité de télécharger ces 3 classes, regardez les PowerPoint et les handouts, c'est-à-dire les guides utilisateurs qui sont associés. Attention, les 3 contenus sont en anglais, mais c'est très très intéressant et très très riche et très formateur. Je vous invite vraiment vraiment à regarder ce contenu. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour votre attention encore une deuxième fois, pour le temps que vous nous avez accordé. Je vais peut-être passer la main à Lamine pour la suite. Tu veux prendre la main ou on reste juste sur l'écran de questions-réponses? Oui, Quentin. Oui. Je pense qu'on passe directement aux questions-réponses. Très bien. Donc, on a une première question qui dit Oui. existe-t-il des bibliothèques dans Civil 3D pour les infrastructures maritimes? Alors, à ma connaissance, dans le Country Kit France, non. Sur ce que vous avez vu à l'écran sur les candélabres, on a utilisé la bibliothèque VRD, mais maritime, non. Mais c'est un excellent retour qu'on pourrait faire à Autodesk. Ok. Donc, on a une autre question qui dit pour les données qui viennent de ArcGIS et qu'elles sont gratuites, où il faut avoir une licence chez Esri? Non, je pense qu'il faut avoir une licence. Oui, c'est obligatoire. Ah ouais. Ok. Alors, on a une autre question qui dit que c'est pas évident de trouver un riche contenu source publique, c'est-à-dire que ça a une relation avec les communautés ArcGIS de la région. J'ai pas compris l'objectif. Vous voulez un dataset public? Non, je pense qu'il parle que vis-à-vis de la région, c'est-à-dire que nous, en Algérie, ils n'arrivent pas à trouver un riche contenu source publique. D'accord. D'accord, d'accord. Si ça peut vous rassurer, en France, il n'est pas si riche que ça non plus. Hein. D'accord. Alors, on a d'autres questions. Alors, merci pour la présentation, je vous en prie. C'était très clair. Est-ce que utiliser l'outil ETL spatial pour l'extraction solide d'un projet 3D est exporté IFC? Comment le BIM et SIG se met au service de la ville intelligente? Alors, pour de l'export IFC, il faut savoir que Civil 3D fonctionne très très bien. Il sait sortir la géométrie et il sort aussi les property sets, les jeux de données personnalisées. Donc moi, quand j'ai un export IFC à faire,
j'utilise une fonction Map 3D qui me permet, je crée un nouveau DWG et je converge toutes mes sources dans mon dessin et je fais directement l'export IFC depuis Civil. En revanche, pour être honnête avec vous, j'ai pas essayé FME pour dire tu me prends un DWG en entrant et tu me mets un IFC à la sortie. J'ai pas essayé, je sais pas. Test à réaliser. Donc là, c'est une deuxième question qui revient par rapport à la question des infrastructures maritimes dans Civil 3D. Donc Oui. la personne repose une question, il dit, est-ce qu'on peut créer notre propre bibliothèque maritime? Alors oui, bah, de toute façon, vous avez deux solutions. C'est ou vous en avez déjà une et vous l'intégrez en Solid 3D. Deuxième solution, mais ça sera plutôt pour le futur, Autodesk travaille sur l'amélioration du workflow Inventor d'objets génériques. Donc on sait que les objets génériques, on sait les rendre paramétriques dans Inventor, les récupérer tels quels dans InfraWorks. Ça, c'est vachement cool. Et le but, c'est à terme d'avoir la même chose dans Civil 3D. Ok. Donc une autre question qui dit, pour le design des barrages et digues, quel est Oui. le workflow à adopter entre Civil 3D, InfraWorks et Revit? Alors, pour répondre aux digues, moi j'ai eu une seule fois l'occasion de faire une digue, c'est-à-dire j'avais eu un nuage de points obtenu par laser grammétrie d'un client français qui souhaitait en fait protéger son infrastructure. Donc en fait, on a sorti des break lines, c'est-à-dire des lignes de rupture longitudinales de la digue, de l'ouvrage maritime, et en fait, on a utilisé un PKT, donc c'est-à-dire un profil type adaptatif qui suivait ces break lines. On a sorti les solides 3D et on les a envoyés après dans InfraWorks. À l'époque, on ne parlait pas encore de connexion BIM-SIG, donc j'ai jamais fait le test d'export vers ArcGIS Pro, mais ça peut être une solution. Après, Revit, ça dépend. Si vous voulez modéliser l'intégralité de la digue, bah, faites-la directement sur Revit, puis après envoyez-la vers Inventor. Mais dans ce cas-là, Civil 3D ne sert qu'en outil de modélisation de la surface triangulaire existante, par exemple, ou peut faire, par exemple, des plateformes temporaires de remblaiement, ce genre de choses. Ça dépend de votre outil modèle authoring de prédilection. Moi, je ne vais pas vous mentir, je préfère Civil, donc je ferai tout sur Civil en natif. Mais je peux comprendre que certains profils génie portuaire veuillent commencer directement la modélisation dans Revit. Okay. Donc on a une autre question qui dit, quels sont les atouts du BIM et SIM? Alors, le SIM, c'est un vaste sujet. Personnellement, moi j'ai un petit peu de mal avec ce terme. Je préfère vraiment parler de connexion BIM-SIG. Le SIM, c'est une représentation à l'échelle d'un territoire complet. Là, sur la connexion BIM-SIG, on essaye seulement de faire des tests et on essaye de les faire bien à l'échelle d'un quartier. C'est-à-dire qu'on est quand même sur quelque chose de vachement restreint. Je vous ai montré sur le scan qui a été réalisé par ScanDrone, dans le deuxième exemple Dynamo, qu'il y avait deux possibilités. Où vous faisiez chacun de vos projets de manière individuelle dans Civil 3D, où vous faisiez un projet global composé de plusieurs, enfin, qui s'appuie sur plusieurs lignes de base. On est déjà sur, je vais pas dire sur du SIM, mais on est sur une ébauche de ce que pourrait plus tard apporter le SIM. Faut savoir que à terme, Civil 3D, vous serez obligé de segmenter en sections. Donc dans le cas d'infrastructures linéaires, on est sur des sections de 4 km en général, hein, de long. À l'échelle urbaine, si je puis dire, on fera plutôt des tuiles, hein, je sais pas, par exemple 2 km par 2 km, c'est déjà pas mal. Et donc vous allez avoir une succession de modélisations à réaliser dans Civil, mais le SIM, pour générer l'ensemble de ces tuiles, ça va être compliqué. Avant de voir à une grande échelle, j'ai envie de dire aux utilisateurs, faites vos tests sur une échelle restreinte, faites en sorte que vos projets soient bien conçus, bien interprétables, et puis on verra après comment évoluent les softs. Ok. On a une autre question comptable. Donc toujours dans les infrastructures maritimes, est-ce qu'on Oui. peut adapter les bibliothèques existantes dans la modélisation des infrastructures maritimes? Alors, dans les bibliothèques existantes, vous n'allez pas avoir grand-chose qui va vous concerner.
Donc, on va pas se mentir, on est sur un domaine où tout est à faire. Ce que vous pouvez potentiellement faire, je me rappelle en tout cas moi sur ma modélisation de digue qui avait été faite par le passé, j'avais du réseau sous pression. Donc, on peut utiliser, par exemple, des workflows avec Plante 3D. Si à côté de la digue, vous avez du réseau sous pression, ça peut être intéressant d'utiliser, par exemple, des bibliothèques qui viendraient de Plante, mais ça fera pas tout, hein. Vous aurez votre propre bibliothèque métier à concevoir. Vous échapperez pas à cette phase. D'accord. Donc, une autre question. Comment Oui. le BIM et le SIG se met au service de la ville intelligente? Bah, le gros avantage, c'est que quand je fais une modélisation BIM, bah, je suis limité déjà par le moteur AutoCAD. Quand j'ai inséré ma modélisation dans ArcGIS Pro, je dézoome, je peux travailler à l'échelle de la France entière ou du monde entier. Je dézoome, j'ai le globe entier qui est visible. Donc si en plus de venir charger ma modélisation, je sais pas, allez, imaginons, j'ai 10 km de voie ferrée, rien ne m'empêche de venir charger des données open data de la SNCF pour faire des analyses géospatiales, pour lier ça avec d'autres applications Esri, parce que Esri ne se limite pas à produire ArcGIS Pro et ArcGIS Online. Je peux faire par exemple des questionnaires sur des tablettes, je peux lier ça après à mon modèle sur ArcGIS Online. Le champ des potentiels est infini. Vraiment, Esri, sur l'exploitation de la donnée, suivez leur webinaire si vous en avez l'occasion, vous avez des cas d'usage par dizaines, vraiment. Alors, une autre question. Pour le design des stations d'épuration par Oui. lagunage naturel, quel est le meilleur flow? Alors, pour des stations d'épuration, j'ai vu des gens travailler avec du Plant 3D. J'ai vu des gens travailler, essayer de faire des choses avec de la Van Steel couplé avec de l'Inventor. Honnêtement, c'est pas mon domaine de prédilection et je peux pas me permettre de garantir un soft. Il faudrait voir et discuter avec la personne déjà quel outil elle utilise. Mais en tout cas, du Plant 3D envoyé vers InfraWorks, j'ai déjà vu. Ça fonctionne. Ok. Donc, on a une dernière question. Alors, apparemment, la personne remarque que les images sur Civil 3D sont anciennes. Donc, est-ce qu'il y a un moyen de les mettre à jour? Les images sur Civil 3D sont anciennes. Oui, Bing. Ah oui, alors oui. Donc en fait c'est le service de cartographie. Donc déjà pour avoir accès à ça, il faut que votre dessin des WG, il y a un système de coordonnées qui soit affecté. Il faut que vous soyez logué en haut à droite. Donc non, le Bing ne se change pas par défaut. En revanche, j'ai déjà vu, c'est en Norvège si ma mémoire est bonne, des clients utiliser des plugins complémentaires parce qu'ils préféraient de la cartographie Google Maps. Et sinon, troisième solution, c'est je vois des clients qui font appel à des dronistes et qui demandent des orthophotos de leur site. Ok. Merci, Quentin. Mm. On n'a plus de questions. J'espère qu'on a Mm. répondu à toutes vos questions. Mais sinon, n'hésitez pas à nous contacter par mail. S'il te Mm. plaît, Quentin, juste le prochain slide afin qu'ils aient nos coordonnées. Oui, bien sûr, excuse-moi. Voilà. Donc, Désolé. vous avez toutes nos coordonnées. Si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit d'autre, on est là pour ça. Et aussi, on va vous envoyer un mail avec le lien d'enregistrement du webinaire. Voilà. Mm. Merci, Quentin. Merci à tous Merci à pour vous. votre participation. On espère vous compter parmi nous lors de nos prochains webinaires, Inch'Allah. Merci à tous. Stop share.